Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo un petit peu spéciale. On va utiliser la notion de onde stationnaire qu'on a vu dans le cours, puis on va l'appliquer pour comprendre le fonctionnement d'un instrument de musique, pour comprendre le fonctionnement de la guitare. La vidéo ne fait pas à proprement parler comme partie de la matière du cours, c'est vraiment de la physique qu'on fait en extra pour le pur plaisir. On va aussi, à la fin du vidéo, aller un petit peu plus loin que la matière du cours pour essayer de comprendre la différence entre la musique produite par un piano, par la guitare, par la voix. Au bout de tout ça, on va comprendre un petit peu mieux comment le son fonctionne. Voici donc la guitare. La guitare, c'est un instrument à cordes, fait qu'on a 6 cordes qui sont toutes un peu différentes les unes des autres. Puis quand on fait vibrer les cordes, ça produit un son. Vous savez comment que ça fonctionne, une guitare. On va essayer de l'expliquer avec le principe des ondes stationnaires. Fait qu'une guitare, c'est composé de 6 cordes qui sont fixes aux deux extrémités. Toutes les cordes ont exactement la même longueur parce que toutes les cordes sont vraiment pincées en haut ici, pincées en bas ici, puis c'est juste ce segment-là de la corde qui va vibrer. On voit que la corde elle continue un petit peu dans le haut pour venir s'attacher à une clé, mais ce segment-là de la corde, il vibre pas quand je joue mes notes. Quand je vais venir faire vibrer les cordes avec les doigts, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une onde stationnaire dans la corde. L'onde qu'on va entendre le plus, ça va toujours être l'onde fondamentale ou le mode fondamental. Ça veut dire que la fréquence qui correspond au son qui est joué va toujours correspondre à la fréquence du mode fondamental de ma corde. On a vu comment calculer la fréquence du mode fondamental d'une corde fixée aux extrémités. Je fais apparaître la formule. On voit que la fréquence à laquelle la corde vibre va dépendre de deux choses dans la formule. Ça dépend de la vitesse de propagation de l'onde, puis ça dépend de la longueur de la corde. Quand on parle de vitesse de propagation de l'onde ici, on ne parle pas de l'onde sonore qui se rend jusqu'à nos oreilles, parce que ça, à 16 degrés Celsius, c'est toujours 340 mètres par seconde. On parle vraiment de la vitesse à laquelle les ondes se propagent le long de la corde. Ça aussi, on a une formule pour le trouver. Ça dépend de la tension dans la corde, puis ça dépend de la densité ou de la masse linéique de la corde. Autrement dit, pour changer la fréquence du son, c'est la fréquence qui va déterminer si le son est aigu ou grave, c'est la fréquence qui détermine la note qu'on entend. J'ai trois paramètres que je peux changer, donc la tension dans la corde, la densité linéique de la corde et la longueur de la corde. Si je compare mes différentes cordes sur la guitare, vous pouvez voir que les cordes sur la guitare ont toutes des densités linéiques différentes. Il y a des cordes qui sont plus grosses, il y a des cordes qui sont plus minces. Les cordes qui sont dans le haut, c'est les cordes qui sont plus grosses. On voit que les cordes sont un petit peu plus larges. Puis quand je les fais jouer, si la densité linéique est grande, ça veut dire que la fréquence du son va être petite. Une basse fréquence, ça correspond à un son grave. Puis effectivement, les cordes d'en haut ici, c'est les notes les plus graves. Puis quand je monte sur la guitare, ça fait des sons de plus en plus aigus parce que les cordes ont des densités linéiques de plus en plus petites. Maintenant, la tension dans la corde, elle peut être ajustée à l'aide des clés qui sont ici. Donc ça, c'est ma clé qui me permet d'ajuster la tension dans ma corde la plus grave. Ça, je vais l'utiliser pour accorder l'instrument. Fait que si je veux avoir un son plus aigu dans ma corde ici, je vais augmenter la tension. Là, on entend que la note est plus aiguë. Si je veux une note plus grave, je peux diminuer la tension. C'est comme ça que je vais accorder mon instrument. Finalement, si je veux jouer de la guitare, jouer des notes, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la longueur de la corde. En fait, je vais changer la longueur de la partie de la corde qui vibre en mettant mes doigts à quelque part sur le manche. Vous voyez que sur le manche de la guitare, il y a des petites lignes de métal, on appelle ça les frettes. C'est ça qui vient déterminer quelle longueur spécifique la corde peut avoir. Fait que si je mets mon doigt dans la case numéro 3 ici, par exemple, la petite barre de métal va venir bloquer la corde. Puis maintenant, la longueur de la corde, ça sera juste de ici jusque là. Les petites barres de métal sont placées à des endroits stratégiques pour que les fréquences à laquelle la corde va vibrer va tomber toujours sur une note do, ré, mi, fa, sol, pour produire un son harmonieux quand c'est mélangé ensemble. Ceux qui jouent du violon, ils n'ont pas le privilège d'avoir des frettes comme ça, donc ils doivent placer leurs doigts exactement au bon endroit pour qu'on ait le bon son. Sur la guitare, il y a un peu moins de contrôle sur le son qu'on produit, mais c'est plus facile de jouer les bonnes notes. Donc exemple, ça c'est les cordes vides avec aucun doigt, longueur maximum.
Puis si par exemple sur la première corde, je réduis la longueur, ben, je vais avoir un son de plus en plus aigu. C'est ça qui me permet de jouer des notes, de faire des accords, de jouer de la musique. Il y a deux autres choses que je veux vous montrer. Première petite chose, je vous ai dit que quand on fait vibrer les cordes, ce qu'on entend toujours c'est le mode fondamental. On a vu à quoi il ressemblait le mode fondamental, c'est comme un demi-sinus là, qui monte puis qui descend. Il y a moyen d'entendre d'autres modes que le mode fondamental. Fait que si je prends la longueur totale de ma corde puis que j'essaie de trouver le centre correspond à la corde numéro 12 sur une guitare. Fait que ici, c'est exactement le centre de toutes mes cordes. Si je dépose doucement mon doigt au centre, je peux forcer le centre de ma corde à correspondre à un nœud. Quand je force le centre de ma corde à correspondre à un nœud, le mode fondamental ne peut pas vibrer parce que le mode fondamental a un ventre au centre de la corde. Fait que ça vient comme tuer le mode fondamental, puis là on va entendre juste le mode numéro 2. Parce que le mode numéro 2, lui, il y a un nœud au centre de la corde. On écoute les cordes dans le mode fondamental. Et avec l'harmonique numéro 2. Fait qu'on entend des sons qui sont 2 fois plus aigus. Là, j'ai pas bloqué la corde ici. J'ai vraiment juste déposé doucement mon doigt, puis les deux côtés de la corde sont en train de résonner. Je pourrais jouer ici, ou je pourrais jouer ici, ça donne le même son. Ça, c'est un nœud qui est exactement au milieu de la corde qui nous permet d'entendre le mode numéro 2. Si je voulais entendre le mode numéro 3, il faudrait que je force la corde à avoir un nœud au tiers de la corde plutôt qu'à la moitié. Le tiers de la corde, ça correspond à la case numéro 7, puis on entendrait une fréquence 3 fois plus grande que le mode fondamental. Je pourrais aussi essayer d'entendre le mode numéro 4 en mettant mon doigt au corps de la corde qui correspond à la case numéro 5. Les notes vont être de plus en plus difficiles à entendre. Il y a une raison pour ça, c'est que ça prend plus d'énergie pour faire vibrer les modes numéro 2, 3, 4 en montant. Donc c'est plus difficile d'avoir un gros volume sonore quand on joue ces notes-là. Maintenant, la dernière chose dont je veux vous parler dans cette vidéo-là, c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué quand j'ai commencé à en apprendre sur la nature du son. C'est qu'on sait qu'une note de musique correspond toujours à une fréquence. Par exemple, la note La peut correspondre à 440 Hz. Mais pourquoi est-ce qu'un La que je joue sur une guitare, un La que je joue sur un violon, sur un piano avec une trompette ou que quelqu'un chante, j'entends pas toujours exactement le même son, mais je me suis tout le temps demandé, voyons, pourtant il me semble que si j'ai une onde sinusoïdale à 440 Hz, elle devrait toujours sonner à l'oreille pareil, peu importe si elle est jouée sur un piano, un violon ou une guitare. Puis même en gardant le même instrument de musique, même en gardant la guitare, il y a des façons que la même note peut sonner différemment. Je vous montre un exemple. Dépendamment de comment moi je choisis de faire vibrer les cordes, de comment je vais comme perturber la corde pour déclencher une vibration, ça va faire un son qui va être toujours les mêmes notes, mais avec comme une qualité différente de son, une texture différente au son. Je ne sais pas c'est quoi le bon vocabulaire pour parler de ça, mais vous allez l'entendre. Je vais commencer par jouer en pinçant les cordes dans une certaine région de la guitare, puis vous allez voir que si je les pince à un endroit différent, comme plus proche de l'extrémité de la corde ou plus proche du centre, le son que ça donne va être un peu différent. Vous entendez la différence entre les trois? Pourtant, c'est exactement les mêmes notes, exactement les mêmes fréquences, les mêmes cordes, les mêmes longueurs, la même tension. La seule chose qui change, c'est comment je perturbe la corde pour la faire vibrer. Comment on fait pour expliquer ça? On a besoin d'avoir un peu des grosses maths. Fait que allons-y, je vous amène sur un tableau puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe.
Pour être capable de comprendre un peu mieux comment le son fonctionne, ça va nous prendre le concept des séries de Fourier. Les séries de Fourier, c'est un concept qui est mathématiquement beaucoup trop avancé pour nous. C'est pas grave, je vous explique en gros de quoi ça parle. L'idée, c'est que quand je viens déformer la corde de guitare, fait que si je veux jouer la corde, je vais comme la déformer un petit peu avec mon pouce, je vais changer sa forme. On voit que sa forme, ça a l'air un petit peu d'un triangle quand je viens la déformer. Puis quand je la relâche, la corde va vibrer, puis c'est ça qui va produire le son. Les séries de Fourier, ce que ça nous permet de faire, c'est de prendre la déformation de la corde, qui était dans notre cas par exemple un triangle, puis d'écrire cette déformation-là comme une combinaison linéaire de mes modes. Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends la déformation de la corde comme la hauteur de chaque morceau de corde en fonction de x comme une fonction de x, je vais l'appeler disons f de x. Cette fonction de x-là peut être écrite comme une combinaison linéaire de la fonction de x qui décrit mes modes. La fonction de x qui décrit chacun de mes modes, c'est sinus de n pi x, n étant le numéro du mode. Donc si je veux écrire f de x comme une combinaison linéaire de mes modes, je vais l'écrire comme la somme de n égale 1 à l'infini de cn, qui est juste un coefficient. Dans le fond, ça va être un nombre. Ça peut être positif ou négatif, c'est pas grave, c'est juste un coefficient, fois mon mode sinus de n pi x. Si vous avez fait ou vous êtes en train de faire le cours d'algèbre linéaire, vous pouvez voir la fonction f de x comme un vecteur et les modes comme les vecteurs de base de notre espace vectoriel. On sait que n'importe quel vecteur peut être écrit comme une combinaison linéaire des vecteurs de base d'un espace vectoriel. C'est la même chose pour toutes les fonctions périodiques peuvent être écrites comme une combinaison linéaire de nos modes en faisant une série de Fourier. Donc les vecteurs de base de notre espace vectoriel deviennent les fonctions sinus de npx qui représentent mes modes. Quand j'ai un vecteur quelconque, puis que je veux trouver les coefficients Cn qui correspondent au vecteur de ma base, mon vecteur 1, 2, 3, ici nos modes numéro 1, 2, 3, ben, en algèbre linéaire, ce que je fais, c'est que je fais le produit scalaire entre mon vecteur quelconque et, disons, le premier vecteur de ma base pour avoir le coefficient du premier vecteur de ma base. On peut faire le même principe ici, sauf que on ne va pas vraiment parler de produit scalaire. En fait, ça sera un produit scalaire d'une fonction f de x avec une autre fonction sinus de npx. On peut faire ça, dans ce cas-ci, le produit scalaire se transforme en intégrale. Puis la façon de calculer les coefficients Cn, c'est de faire l'intégrale de 0 à L, qui est la longueur de ma corde, de ma fonction f de x, dans notre cas le triangle, multiplié par mon vecteur de base, mon mode sinus de npx. C'est normal que ça soit pas évident pour vous. Si vous avez le goût d'en savoir plus là-dessus, écrivez-moi, parlez-moi, on va s'appeler, je vais vous donner de la documentation. C'est vraiment awesome qu'est-ce qu'on peut faire avec les séries de Fourier. Mais pour l'instant, je vous le dis, c'est comme ça qu'on calcule les coefficients. Donc, quand je prends ma fonction triangle, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire de mes modes. Fait que je vous montre ici, par exemple, pour les 6 premiers modes, qu'est-ce que ça donne. Chaque mode a un coefficient, le chiffre qui est devant la fonction sinus, fois sinus de le numéro du mode, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis fois x. Quand je viens combiner toutes ces fonctions-là ensemble, ça me fait une bonne approximation de la déformation de ma corde. Ce que ça veut dire, ça, dans le fond, c'est que quand je joue une corde de guitare, j'entends pas seulement le mode fondamental. J'entends surtout le mode fondamental. Si vous regardez les coefficients, je vais remarquer que le mode numéro 1 a un coefficient de 0.8. C'est de loin lui qui a comme le plus d'énergie. C'est de loin lui qu'on entend le plus. Mais si on regarde les autres coefficients, 0.12, 0.05, ils ont quand même une certaine quantité d'énergie dans les autres modes. Fait qu'on n'entend pas que le mode fondamental, on entend à peu près tous les modes avec une quantité d'énergie, une distribution d'énergie différente. Fait que toute l'énergie que j'ai donnée à ma corde, l'énergie potentielle que je lui ai donnée en la déformant, va être distribuée d'une certaine façon entre les modes. Je vous fais apparaître un petit histogramme juste pour vous montrer, dans le fond, pour cette déformation-là que j'ai faite. Ça, c'est une déformation où est-ce qu'on pince la corde plus proche du milieu de la corde, plus proche du centre de la guitare. Ça nous donne une certaine distribution de l'énergie dans les coefficients pour les quelques premiers modes. Ben, si je pinçais ma corde plus proche de comme l'extrémité de la corde, ce qu'on voit, c'est que l'énergie n'est pas répartie de la même façon entre les modes. Fait qu'il y a un peu moins d'énergie dans le mode fondamental, puis l'énergie est plus distribuée dans les modes supérieurs. Fait que pourquoi est-ce que le son de la note qui est jouée
semble être différent même s'il correspond à la même fréquence, mais la fréquence du mode fondamental est le même peu importe comment je déforme ma corde, mais à cause de la façon dont l'énergie est distribuée entre les différents modes, à l'oreille, ça donne un son qui sonne pas pareil comme vous avez entendu. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer pour le lien entre les ondes stationnaires et la guitare. J'espère que ça vous permet d'un petit peu mieux visualiser c'est quoi les ondes stationnaires. Puis pour la dernière partie du vidéo, faites-vous-en vraiment pas si vous n'avez pas compris grand-chose. C'est juste pour piquer votre curiosité. Si ça vous intéresse, ben, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous en parler plus. Merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain vidéo.